Rebonjour. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi je travaille aussi chez Planat. Engage Paris n'est malheureusement pas mon job premier. Je ne sais pas donc, si certains peut-être d'entre vous ont vu passer l'information il y a 2 semaines. Mais malheureusement, en fait, nous avons perdu un collègue, un mentor chez Planat, Chris, qui était notre Chief Commercial Officer, est décédé il y a 2 semaines. Chris était une personne qui était exceptionnelle, une personne charismatique, une pointure dans le domaine du Customer Success. Et surtout, si Engage Paris existe aujourd'hui, c'est en partie aussi grâce à Chris au travers de Planat, parce que depuis les débuts, en fait, Planat nous ont soutenus, ont sponsorisé l'événement dès le premier jour et a continué à croire en Engage Paris tout au long des années. Donc aujourd'hui, voilà, avec Benoît, on voulait tout simplement lui rendre hommage parce que, bon, en tant que collègue et que plus, il nous manque. Il manque à l'univers du CS, il manque à Planat. Je voudrais juste qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Chris, pour lui rendre hommage. Merci à tous et je vais laisser Benoît prendre la parole. Ok, donc Chris avait beaucoup d'humour et il nous aurait dit félicitations pour notre capacité à chauffer la salle avant cette intervention. Donc j'ai une petite quinzaine de minutes avec vous. Alors je pense que pour ceux qui sont venus sur les 2 précédentes sessions, vous avez eu le plaisir de voir un niveau de storytelling assez impactant et lumineux de la part de Chris. Donc prendre la parole après lui, c'est un exercice qui est particulièrement délicat. Donc moi je vais faire 2 choses. Je vais déjà lui dédier cette keynote et ensuite je vais prendre un peu au contre-pied ses capacités de storytelling en allant dans quelque chose de beaucoup plus tactique. Donc dans les 15 prochaines minutes, je vais partager avec vous 9 observations, 9 tactiques qui, pour vous en tant que Customer Success Leader, peuvent potentiellement vous inspirer et vous permettre d'améliorer le Net Retention Revenu chez vous. Et avant d'aller dans ces 9 observations, je vais réintroduire un prérequis en une slide. On pourrait y passer plusieurs heures, mais on va passer rapidement dessus parce qu'on n'a que 15 minutes. Et notamment pour Clovis, je vais réintroduire ce qu'est le NRR et pourquoi c'est une métrique importante. Alors, le prérequis. L'image que vous avez derrière vous, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors l'arbre, c'est quoi? C'est les 9 observations, 9 tactiques dont je vais vous parler. La forêt, c'est l'essence même de l'activité du Customer Success au sein d'une organisation. Donc cette image, elle veut dire quoi? Elle veut dire que j'aurais beau parler de technique et de tactique, si l'essence même de l'activité du Customer Success n'est pas un tant soit peu adressée chez vous, eh ben ces tactiques qu'on va adresser dans les prochaines minutes, elles seront particulièrement moins impactantes. Cette essence même du Customer Success, on peut la résumer en 3 points. Premièrement, il faut délivrer de la valeur à ses clients. Si on n'en délivre pas, on est embêté. Deuxièmement, si cette valeur est délivrée mais qu'elle n'est pas perçue, on est dans la même situation. Et ensuite, troisièmement, il faut que les CSM continuent à challenger la manière dont ils bossent aujourd'hui, dont ils gèrent leurs priorités, dont ils investissent leur temps, et idéalement continuer à reléguer ce qui est à faible valeur à des assistants IA, ou à ne carrément pas le faire, pour se concentrer sur la value delivery. Donc ça, c'est un petit peu le tableau général. Et pour ce qui est du Net Revenue Retention, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, le Net Revenue Retention, ça représente la capacité d'une société à générer de la croissance ou pas à travers sa base client uniquement. Donc quand on a un Net Revenue Retention au-delà de 100%, ça veut dire qu'on est capable de croître à travers sa base client sans aucune acquisition de nouveaux clients. Donc c'est particulièrement intéressant. Les top performers aujourd'hui sur le marché, SaaS, ils ont un Net Revenue Retention en moyenne à 126%. Ce qui est intéressant, c'est que donc, le New ARR, ça mesure la capacité à signer des deals et à embarquer des clients. Mais ce Net Revenue Retention, il va mesurer la capacité à renouveler ces deals et à s'étendre au sein de la base client. Et c'est une manière extrêmement profitable de générer de la croissance, en fait, parce que 1 euro d'upsell est 7 fois moins cher à générer qu'un euro d'acquisition d'un nouveau client, quoi.
Alors, ce graphique, je le trouve particulièrement parlant. Il nous présente pourquoi le Net Revenue Retention, c'est une métrique particulièrement importante dans le SaaS. En fait, dans ce graphique, ce qu'on fait, c'est qu'on projette 1 million d'euros d'ARR sur 10 ans et on regarde ce qu'il est devenu au bout de 10 ans en fonction du niveau de Net Revenue Retention qu'on a. Donc, on est capable d'observer que quand on a un Net Revenue Retention de 85%, ce million d'euros d'ARR, au bout de 10 ans, il s'est transformé en 200 000 euros d'ARR. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la valeur qui a été détruite finalement. Alors que si on a 120% de net revenue retention ou 150%, eh ben ce million d'euros d'ARR, il s'est transformé respectivement en 6 millions en année 10 ou en 56 millions en année 10. Donc je pense que ce graphique, il parle particulièrement il représente particulièrement l'importance de l'effet cumulé quand on gagne un demi-point de net revenue retention. Sur le long, ça peut être particulièrement transformatif pour la croissance d'une société. Et c'est pourquoi c'est une métrique aujourd'hui super importante dans le monde du SaaS. Et d'ailleurs, ça, le marché l'a particulièrement bien compris, parce que c'est comme ça qu'on valorise aujourd'hui les sociétés SaaS. Avant, c'était à travers la capacité à acquérir des clients avec beaucoup de vélocité. Mais aujourd'hui, ce que le marché regarde, ce que les investisseurs regardent, c'est le niveau de NRR pour valoriser une boîte. Donc on voit que les sociétés qui sont en bas à gauche, qui sont aux alentours de 100% de net revenu, eh ben, si on leur fait des propositions de rachat, ce sera 5 à 7 fois leur ARR courant. Alors que par exemple, pour le top performer qui est Snowflake, là-haut, qui est aux alentours de 165% de NRR, lui, si on lui propose un rachat, ça va être 60 à 70 fois sa valeur actuelle. Donc le marché valorise énormément cette capacité à satisfaire ses clients et à générer de l'expansion à travers sa base client. Pourquoi? Pour plein de raisons, notamment parce qu'on est tous dans des marchés qui sont potentiellement très concurrentiels. L'acquisition client est difficile et quand on est capable d'amener un client chez soi et de le faire grandir, eh ben, on a tout gagné et ça, le marché le valorise énormément. Et d'ailleurs, donc lui, c'est Frank Slootman, c'est le CEO de Snowflake. Lui, il l'a bien compris. Ce qu'il dit, en fait, c'est que l'amélioration du net revenu, retention, c'est une affaire de société au sens large et pas une affaire uniquement d'équipe Customer Success. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il voit l'ensemble de sa société comme étant dans la fonction Customer Success. Il se voit lui-même dans la fonction Customer Success. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est souriant, mais qu'il a pas mal de cernes sur la photo. Et il va même un petit peu plus loin, c'est qu'il n'y a pas de département Customer Success en place chez eux. En fait, ils ont mis un modèle opératoire bien particulier où chaque département va être entre autres regardé et piloté avec des leading indicators qui ont un impact sur le NRR. Donc c'est comme ça qu'ils pilotent, on va dire, la participation de chacun à l'amélioration de la satisfaction et du net revenu. Donc quand on dit que le NRR, c'est une affaire de société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les meilleures équipes Customer Success ne pourront pas faire grand-chose si on a un produit qui ne tient pas la route ou si on ne vend pas à des bons clients. Donc ça, c'est le premier postulat. Et plus largement, ça veut dire aussi que le marketing doit se concentrer sur aller parler à son ICP, plus spécifiquement. Ça veut dire que les équipes ventes doivent mieux gérer les attentes quand il y a des actes de vente. Ça veut dire que l'équipe produit doit continuer à délivrer de la valeur constamment. Ça veut dire que le Customer Success doit continuer à engager ses clients et à les activer. Et enfin, ça veut dire que la finance doit aussi construire un modèle de pricing et des packages qui vont permettre l'activation du NRR. Et si on fait un petit reality check, ben on voit aujourd'hui, notamment en France, que le NRR, c'est encore trop un indicateur qu'on met sur le dos des équipes Customer Success, alors que finalement, c'est l'ensemble des départements qui doivent participer à son amélioration. Donc voilà, c'est déjà une situation qui est un petit peu délicate. Mon avis personnel, c'est que cette situation, elle est liée au fait que beaucoup de personnes qui sont dans des postures de direction et CEO viennent d'un monde où la vente était encore un acte transactionnel. Donc c'est assez nouveau et délicat pour eux d'exécuter autour des sujets d'amélioration de net revenu, notamment quand il y a cette nécessité d'avoir un alignement cross-départemental. Par contre, le côté super positif, c'est qu'on voit de plus en plus des mouvements de carrière où des personnes vont arriver à des postes de CEO depuis la structure client-facing, les opérations post-sales et le customer success. Donc, c'est particulièrement positif. Le vent change. Alors, les fameuses observations. On ira sur les 9 si on a le temps. Pour le reste, il y aura les slides qui vous seront partagés.
Vous allez voir, ce n'est pas de la grande science, mais ces 9 observations, elles sont partagées. Elles ont été en fait, on les a récupérées en faisant des interviews auprès des boîtes top performers en matière de net revenue retention. Toutes ces observations sont partagées par ces sociétés. Et s'il y en a une ou deux qui peuvent vous inspirer, c'est tant mieux. S'il y en a que vous trouvez straightforward, profitez-en pour vous challenger, vous dire, OK, ça paraît extrêmement simpliste, mais est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai bien exécuté autour de sujets? En tout cas, si vous ressortez de cette keynote avec quelques idées potentielles de choses à mettre en place chez vous, je pense qu'on a potentiellement tout gagné. Et on va démarrer avec quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose qu'on a appris dans l'enfance très tôt. On a appris qu'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, c'était soit pas agréable, soit carrément impossible. Donc qu'est-ce qu'on ne fait pas? On n'invite pas le churn dans sa base de renouvellement. Ça, c'est la première observation partagée par l'ensemble de ces sociétés. Alors comment on fait? Déjà, on définit son ICP. Et on ne le définit pas au doigt mouillé, mais on le définit avec de la data. Et potentiellement, on le révise. Et potentiellement, on s'appuie sur l'équipe Customer Success aussi pour le définir, parce qu'ils sont au front et il n'y a pas mieux qu'eux pour venir nous parler de ce qu'est un client idéal. Et ensuite, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Ça peut être s'appuyer quand c'est possible sur des équipes pré-sales. Ça peut être quand c'est possible mettre en place des phases de proof of concept ou proof of value un petit peu plus courts. Quand c'est possible aussi, on peut utiliser les free trials ou encore le CSQL. On connaît beaucoup le CSQL dans le cadre de l'upsell. On le connaît moins quand il s'agit de permettre à la structure Customer Success de donner son tampon, oui ou non, pour accueillir un nouveau client sur la base d'une discussion ou d'un audit qui a été réalisé. Donc déjà, ça nous évite de faire entrer des clients qui seraient pas des bons fits. Deuxième observation, comme Aurélien disait, on laisse l'intelligence artificielle faire le job à plus faible valeur. Alors c'est pas ça en soi qui va améliorer le net revenu, mais c'est ça qui va dégager du temps. Et ce temps, il doit être investi sur les bonnes priorités et avec les bons clients. Mais ce graphique, il me parle bien, parce que sur la droite, on voit ce qu'est un agenda journalier d'un CSM qui a à sa disposition les bons outils, les bons assistants IA pour travailler au quotidien. On voit finalement qu'on passe de 30% d'activité, on va être dans la stratégie, la planification, la value delivery quand on n'utilise pas l'IA, à quasiment 70%. Et c'est ce qui va, cette action répétée de pouvoir être beaucoup plus stratégique et beaucoup plus souvent en face de ses clients sur une journée, une semaine, un mois, un trimestre, une année, c'est ce qui va aussi fondamentalement changer les résultats en matière de net revenu. Numéro 3, on se concentre sur les signaux de churn le plus tôt possible. Alors ça, c'est assez évident pour tout le monde, mais moi, je peux vous dire que ça fait 5 ans que j'échange avec des boîtes, et ce n'est pas forcément un sujet autour duquel tout le monde exécute bien, en fait. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que le churn est beaucoup plus facile à travailler en amont qu'à essayer de guérir une fois qu'il se présente à nous. Aussi parce que, notamment dans le contexte des ventes plutôt grands comptes, les renouvellements sont actés par le client 6 mois avant la date de renouvellement. Et pour le coup, on a à dispo de la data. Pour ça, on a de la télémétrie d'usage, on a de la télémétrie sur les engagements, sur le ticketing. Et il faut aussi absolument processer, mettre en place des process autour des événements critiques. Quand un nouveau décisionnaire arrive, par exemple, c'est un événement critique autour duquel il faut savoir exécuter. Il ne faut pas traiter cette situation au doigt mouillé. Il faut avoir un process en place, le répéter, le mesurer, l'améliorer. Pareil pour les onboarding qui prennent du retard. Observation numéro 4, celle-là je l'aime beaucoup, je ne la vois pas beaucoup en France. On essaie de renouveler ses clients le plus tôt possible, quand c'est faisable. Donc typiquement, on peut démarrer déjà avec une question très simple durant le kick-off auprès de son décisionnaire, lui dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous renouveliez dans un an. Donc déjà, on est mis un petit peu au parfum de manière très simple. Et on peut poser à mi-chemin la question, si vous deviez renouveler aujourd'hui, est-ce que vous le feriez? Si vous avez des hésitations en face de vous ou un non, vous savez qu'il y a encore du boulot à faire. Et si vous avez un oui, c'est l'occasion de présenter un programme avec des incentives au renouvellement, au early renewal, notamment sur des contrats multi-heures, etc. Donc vous pouvez signer 6 mois à l'avance un renouvellement et potentiellement votre champion il va vous en remercier parce que ça lui évitera de s'arracher les cheveux et la paperasse au dernier moment avec des process de procurement un petit peu à l'arrache. Donc quand votre client est satisfait, il ne faut pas hésiter à le renouveler bien plus tôt.
Ensuite, celui-là, je suis sûr que vous allez l'apprécier. Il faut relier le sujet du commissionnement de la structure Newbies. Je ne parle pas des account managers et CSM, même si c'est un sujet très important. Il faut arriver à relier les sujets de commissionnement du Newbies sur les questions de churn et de net revenu. On sait tous que ce qui affecte la fiche de paye, c'est ce qui va être priorisé. Et là, vous avez un exemple assez simple de comment aider les commerciaux à prioriser l'acquisition de bons clients et que les clients aient les bonnes attentes. Eh ben, on met en place un modèle de commissionnement. On va avoir 50% de la commission à signature du contrat, 25% à la fin d'un onboarding successful et 25% au renouvellement ou à la première expansion. Et ça, je peux vous dire que c'est particulièrement impactant. Observation numéro 6, il y a Sébastien Brun, vous pourrez assister à sa session, c'est un expert sur le sujet, mais on ne donne pas le temps de ces CSM gratuitement. Alors déjà, fondamentalement, en termes de business, la gratuité, ça ne scale pas. Si vous souhaitez monter un business profitable, ce n'est pas une bonne manière de faire. Et surtout, ça déprécie complètement la valeur du produit et du Customer Success Manager. Donc en face de soi, on va avoir des clients qui ne sont pas engagés, on va avoir des no-shows, on va avoir un onboarding qui traîne en longueur. Donc on évite de donner ces ressources gratuitement, c'est se tirer une balle dans le pied. Et commencer à proposer des packages payants, on peut démarrer très simplement avec du basique, standard, success, un volume horaire, différentes typologies de ressources, CS, TAM, sponsor, etc. Mais en tout cas, on ne donne pas son temps CSM gratuitement, ça c'est partagé par toutes les boîtes qui ont un RR world class. Enfin, on design ces contrats, donc là plutôt côté finance, on design ces contrats pour qu'ils génèrent du net revenu, qu'ils adressent cette question de net revenu retention. Comment on fait? Il y a plein de techniques. Premièrement, on y va franco sur l'augmentation des licences au renouvellement. En France, on est un peu timide. Aux États-Unis, la moyenne, c'est 10%. Si on négocie avec son client et qu'on se retrouve à 5 ou 7%, c'est top. C'est top pour tout le monde. Ensuite, on peut construire un pricing avec du ramp-up. Si votre client s'engage sur 3 ans, que l'offre est à 10 000, vous pouvez le faire démarrer à 7 en année 1, puis 10 en année 2 et 15 en année 3. Ou 13 en année 3. Ça va impacter positivement le NRR. Et ensuite, quand c'est possible aussi, on va essayer de permettre du land and expand chez ses clients. Alors, je vois que c'est demi, je vais en présenter une dernière. Il n'y a pas eu la 8, vous l'aurez dans les slides. Celle-là, je l'aime bien, c'est le programme d'executive sponsor. C'est vachement intéressant. Alors, au départ, quand on m'en parlait, j'imaginais des personnes qui jouent au golf le samedi. C'était pas trop ma cam en termes de value delivery, entre guillemets. Mais les programmes d'executive sponsor, quand c'est bien fait, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et je pense qu'il faut démarrer ces programmes-là dès le premier jour de son activité. On peut démarrer très simplement. On se dit, au-delà d'un certain niveau d'ARR, on va associer un sponsor à notre client. On peut le faire intelligemment. On peut assigner sur la base de proximité géographique ou sur la base de connaissances dans l'industrie. Par exemple, si vous avez un gros client qui est dans la fintech, son sponsor chez vous, ça peut être votre CFO. Et puis ensuite, on organise et on déroule les catch-up. En tout cas, c'est transformatif pour les partenariats avec les gros clients. Et puis, de toute façon, ramener un exécutif quand un client veut churner, ça a quasiment zéro impact. Voilà pour les quelques conseils. Merci pour votre attention. Mais c'est pas grave, on va. Comment ça se fait que Snowflake soit aussi performant en net retention rate? Alors, même si tu ne travailles pas chez Snowflake, je pense que tu as des bonnes observations pour craquer le modèle chez vous. Je pense, première chose, il y a un vrai product market fit déjà dans ce qu'ils ont créé. Il y avait une vraie demande, un vrai besoin. Et puis, il y a eu dès le départ ce regard porté par la direction. C'est une affaire de culture, de se dire ce qu'on veut, c'est que quand il y a un client qui rentre, on ne veut pas le voir partir et on veut qu'il dépense plus chez nous. Et en fait, quand culturellement on s'organise dès le premier jour autour de cette notion de la satisfaction client et de l'expansion client, c'est beaucoup plus simple que quand on le fait à retardement. Je pense juste en complément, pour avoir quand même pas mal observé le modèle Snowflake, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Snowflake dans la salle. Il n'y a pas de Customer Success chez Snowflake. C'est qu'ils ont fait une méthode progressive, c'est-à-dire ils essayent de monopoliser le territoire au maximum possible, et vu que c'est une question de volume et d'hébergement, la demande, elle augmente selon
le business et la typologie de clients. Donc souvent, ils sont amenés à positionner des upsells, voire à développer des filiales ou des régions ou des pays nouveaux dans l'entreprise où ils se sont positionnés. Comment les équipes encouragent-elles une mentalité plus Customer Success au sein de leur organisation mondiale? Ça, c'est les quelques questions qu'on a reçues en streaming. Ok, tu veux te lancer? C'est la question, elle est pour toi. Ah, ok. C'est ta session. Est-ce qu'on pourrait remettre la question? Elle a disparu. Comment développer un mindset Customer Success dans une organisation mondiale? Alors ça, encore une fois, ça dépend d'où on part. Si c'est du Customer Success qui se crée dans une organisation bien établie, il va falloir relever les manches, mettre en place un plan, avoir des relais locaux, clarifier une vision, la communiquer et puis avoir un support exécutif. Donc c'est un vaste sujet, on pourra en parler pendant des heures. Mais je pense que la première chose, si cette organisation Customer Success se crée dans une organisation un petit peu ancienne, il faut aller l'adosser à une vision extrêmement claire et à un plan d'action en fait, avec des ressources. Et puis partager très rapidement ce qu'est le CS et quels sont les succès du Customer Success au sein de cette organisation pour qu'il y ait une émulation qui se crée. Donc pour compléter, je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir des variances selon les pays et la culture. Ça, ce n'est pas du tout interdit. Selon le besoin de proximité de certains clients dans certains pays, il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux linguistiques, bien entendu. Il y a des notions business qui sont différentes. Et puis surtout, il y a des pays où ils sont beaucoup plus en avance par rapport à d'autres. Donc l'attention nécessaire, vu que c'est un investissement quand même fort que d'ouvrir un nouveau pays, recruter de nouveaux clients et les développer pour avoir le branding, la visibilité et l'impact, je pense que le rôle du CSM, il peut varier et il peut aller un peu en dehors du périmètre prédéfini parce qu'il y a besoin de rentabiliser cet investissement et développer ce nouveau pays par rapport à un pays existant. Et puis, bien entendu, les échanges internes sur la best practice et ce qu'un ancien pays a fait, dont on peut apprendre et éviter les erreurs qu'on a faites dans un ancien pays ou d'un pays qui est là depuis 2-3 ans par rapport à un pays qui est là depuis 2 ou 3 mois, ça c'est aussi une pratique importante. Peut-être une dernière question que j'ai vue passer et qui peut être intéressante, ce que tu disais sur le modèle de la CSM payant, et peut-être on peut la poser à Sébastien tout à l'heure. Comment on fait du coup quand on a un client à risque et que le modèle CSM il est payant et qu'il faut quand même sécuriser le compte et le client il menace de partir? Et donc s'il n'a pas de CSM associé, en gros, c'est ça la question? Oui, ou il refuse de payer parce qu'il pense qu'il est... Ok. C'est pas de sa faute. En fait, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Je pense que la première chose qu'on doit regarder, c'est est-ce que c'est un bon client pour nous? Et en fait, la réponse va découler de ça. Si ce n'est pas un bon client de par sa taille, son potentiel, l'effort qu'il nous demande ou autre, j'ai envie de dire, il faut peut-être pas trop se casser la tête avec lui. Si par contre c'est un client qui est dans l'ICP, pour lesquels les relations restent bonnes, pour lequel il y a du potentiel, eh ben, bien sûr, moi je vois des boîtes qui vont venir réallouer en urgence certaines ressources sur des clients qui en valent le coup. Donc il faut garder cette flexibilité-là aussi, mais il faut partir du constat, est-ce que c'est un client qu'on a envie de garder parce qu'il est dans notre ICP, il y a du potentiel ou autre, et en fonction, il y a alloué de la ressource ou non. Super. Et la dernière pour la route, est-ce que le gross retention, il est aussi important que la net retention, peu importe si c'est Snowflake ou pas d'ailleurs, aux yeux des investisseurs? Est-ce qu'ils regardent les deux métriques ou est-ce que le NRR plutôt? Alors moi je ne suis pas investisseur, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais je pense que ces deux sujets sont intimement liés. Donc bien sûr qu'ils le regardent, parce que le NRR, ça reste quand même un lagging indicator, donc on a souvent le souhait d'aller un petit peu plus bas pour voir là où ça performe bien et là où ça peut pêcher. Donc bien sûr, ils le regardent aussi. Et ça dépend des résultats. Si le gross retention il est à 60% et le NRR il est à 120%, ça veut dire qu'on vend très très bien à la base client existante, mais sauf qu'on n'arrive pas à retenir ce qu'on vend. Et par contre, si le gross retention il est à 90 et le NRR il est à 100, ça veut dire qu'on a une très forte base client qui est solide, qui est fidèle, mais qu'on n'a aucun moyen de la développer. Donc c'est toute une question de perspective. Et c'est selon les résultats et la combinaison des deux, les priorités de l'équipe exécutive ou du board ou des investisseurs va changer. Okay, voilà, merci. Ça sera la pause.